Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Samuel Métias. Je m'occupe des offres agiles DevOps chez Microsoft France. J'ai également coécrit le livre Découvrir DevOps qui est chez Duno, préfacé par Patrick Debois. Et mon rôle chez Microsoft, c'est chef produit autour de Xamarin, Visual Studio et Azure. Et donc l'idée de la session que je vais vous présenter en 15-20 minutes, c'est de partager un petit peu la vision que peut avoir Microsoft en termes de vision business autour de la transformation digitale, des applications et de DevOps. Pourquoi c'est clé pour les applications et encore plus pour les applications de demain qui seront a fortiori mobiles, parce que si votre application demain rate le coche de la mobilité, vous avez quand même raté quelque chose de particulièrement important. Donc quelques éléments pour démarrer sur pourquoi est-ce que les applications sont clés pour l'avenir du business. Un certain nombre de choses. Déjà, quelques chiffres frappants sur le retour sur investissement. Quand on regarde les dernières études du Forrester qui sont tombées coup sur coup cet été, où on voit par exemple qu'une application où vous investissez 1 € dans une application qui va s'appuyer sur des services PaaS, donc sur des services applicatifs dans le cloud, vous avez un retour sur investissement estimé à 466 € sur 5 ans, ce qui est quand même non négligeable. Ou une autre étude sur tout ce qui va être outillage DevOps pour la chaîne de production applicative, où là, vous investissez 1 € et vous avez un retour sur investissement de 529 € sur 5 ans. Tout ça, en plus de l'accélération de la chaîne de production, puisqu'on va aller 2 fois plus vite en termes de time to market, et bien sûr, l'explosion de la mobilité, 4 fois plus d'applications professionnelles attendues selon l'IDC, adaptées au monde du mobile dès 2016. Donc on est clairement au cœur de la transformation digitale. Et ce qui est frappant également, c'est quand vous regardez un cloud public comme Azure, grosso modo, les 2/3 des services qui sont proposés dans Azure sont destinés à être consommés via des applications. Donc ce qui apporte de la valeur aujourd'hui, clairement, c'est le parc applicatif. Autre chose relativement frappante, sur une autre étude du Forrester qui, elle, étudie l'impact business de l'accélération du développement des applications et de leur mise sur le marché, ce qui est intéressant, au-delà des résultats, c'est ce qui ressort comme type de réponse. On le fait parce qu'on a un impact en termes d'efficacité, de satisfaction client et de revenus. C'est quand même strictement ce qu'on recherche tous à faire quand on fait du business. Je ne connais personne qui fait du business pour ne pas avoir de revenus, pour avoir des clients insatisfaits, en cherchant à ne pas être efficace. Donc on est clairement dans l'impact business. Aujourd'hui, l'accélération des applications et la création d'un parc applicatif qu'on peut pérenniser pour l'avenir est clé pour le métier. Autre chose, qu'est-ce qui est la priorité numéro 1 aujourd'hui de 86% des dirigeants d'entreprise? C'est le digital. Le digital, parce que le digital, c'est ce qui transforme le business de demain. Donc ne pas être digital, c'est ne pas être là demain pour l'avenir. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est le fameux leitmotiv que vous avez dû entendre dans la bouche de Satya, Every company is a software company. Toutes les entreprises sont des entreprises logicielles. Pourquoi? Pas parce que toutes les entreprises doivent intégrer des éléments d'éditeurs de logiciels, parce que qui aujourd'hui peut se vanter de produire de la valeur pour ses clients dans sa chaîne de valeur sans passer par une application? Il n'y a pas une entreprise, quel que soit le métier, quel que soit le secteur, qui puisse aujourd'hui délivrer de la valeur sans passer par les applications. Donc on est tous aujourd'hui des éditeurs de logiciels, et moi ma conviction personnelle c'est Every company will be a DevOps company, dans le sens où toutes les compagnies devront être DevOps demain si elles veulent continuer à survivre. Et d'ailleurs, les entreprises qui sont matures sur le digital sont les plus performantes. Ça, c'est une étude du MIT, où on voit que grosso modo, les études qui ont fait le virage de la digitalisation le plus tôt et qui l'ont poussé le plus loin sont celles qui ont les meilleures parts de marché, donc les meilleurs revenus et la meilleure rentabilité. Donc c'est non négligeable en termes d'impact business, très clairement comme vous le voyez. Et puis il ne faut pas oublier que toutes celles qui n'ont pas fait ce virage, à un moment, elles finissent par ne plus exister. Et c'est frappant quand on regarde le Fortune 500, quand vous regardez les entreprises du Fortune 500, vous en avez la moitié qui n'existaient pas avant l'an 2000. Et si on pousse un peu plus loin, dans le S&P 500, grosso modo, c'est les 3/4 qui seront des nouvelles compagnies en 2026. Donc celles qui n'arrivent pas à faire cette transformation, celles qui n'intègrent pas ces éléments-là, oui, elles finissent par disparaître. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter? Il faut revoir ses priorités. Et aujourd'hui, les priorités,
C'est le client, le client, le client, c'est centré sur l'expérience client. Et être centré sur l'expérience client, c'est d'autant plus vrai dans la mobilité, puisque avant, il fallait ouvrir son PC pour se connecter à une application. Aujourd'hui, votre application, vous l'avez dans la poche en permanence. C'est également les nouveaux devices, les nouveaux services, mais pas que, on va y revenir. Mais évidemment, il faut savoir tirer parti de tout ce que nous amène la technologie aujourd'hui. Et puis, dernier point, souvent oublié et pourtant fondamental, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Du coup, une façon de voir la transformation digitale que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la transformation digitale, c'est être centré sur son client en continu. Et ce qui apporte le cœur de la transformation digitale, c'est les applications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, il y a les devices. Alors bien sûr, mais il ne suffit pas de donner des smartphones, des tablettes, des Surface Book ou de mettre un Surface Hub dans une salle de réunion pour réussir sa transformation digitale. Si vous prenez les HoloLens, si vous prenez juste les HoloLens sans aucun service dessus, c'est juste des lunettes très lourdes et très chères. Donc, ce qui apporte la valeur à la plateforme, c'est le service. Et le service, il est donné à travers quoi? À travers les applications. Et le service qu'on attend demain dans la transformation digitale, c'est un service qui est centré en continu chez le client, donc extrêmement réactif, extrêmement personnalisé. Quand vous avez tous entendu parler des bots, les bots, ce sont des applications. Quand je parle à un bot, je veux qu'il me parle à moi. C'est la personnalisation poussée à l'extrême. Ce n'est pas à mon frère, ce n'est pas à ma sœur, ce n'est pas à mon père, ce n'est pas à ma mère, c'est à moi. Ni à mon enfant, c'est moi. Donc la personnalisation. Et puis la réactivité. Je demande quelque chose, je l'attends. Quand vous avez une application aujourd'hui, qui sur son mobile a une application qui ne s'est pas mise à jour depuis 1 an et qui l'utilise encore? On attend en permanence une réactivité par rapport aux besoins qu'on exprime et à notre usage. Donc la transformation digitale, c'est les devices pour consommer des services. Et pour que ces services soient personnalisés et réactifs, ils tirent parti de quoi? Des données. Des données, des données. Ils nagent au milieu d'un océan de données qu'ils doivent savoir gérer pour être intelligents. Donc la transformation digitale, c'est ce triptyque aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que nous le voyons. Mais toujours centré sur le client. Et donc devenir digital, c'est quoi? C'est savoir tirer parti des devices qui sont connectés en permanence. On estime à 1 million de nouveaux devices par heure en ligne en 2020. C'est vivre avec son temps. Quand on dit qu'on aura 12 ans d'âge moyen, que les entreprises du SSP 500 en 2020 auront 12 ans d'âge moyen, ça veut dire qu'on vit avec notre temps, qu'on sait s'adapter un petit peu à son contexte. Et puis, tirer parti du cloud. Tirer parti du cloud, c'est tirer parti de son environnement ambiant. 60% des calculs, donc des transactions informatiques, seront dans le cloud public, a priori en 2025, c'est l'estimation. C'est dire à quel point on va aller vers la captation de l'ensemble de ces informations et leur analyse intelligente. Donc pour construire le prochain modèle d'application intelligente, on a besoin de quoi? On a besoin évidemment des outils de productivité qui sont adaptés à ce contexte, qui savent s'ouvrir vers ce type de contexte-là. Il faut savoir tirer parti d'un cloud, qu'il soit privé ou public, il faut savoir tirer parti d'un cloud aujourd'hui parce qu'on n'a pas cette réactivité si on ne s'oriente pas vers ça. Et puis évidemment, savoir gérer les données. Et donc, évidemment, Microsoft vous propose tout cet écosystème, mais surtout, toujours pareil, centré sur la mobilité. Aujourd'hui, c'est un des aspects fondamentaux, c'est le thème de la journée, mais c'est extrêmement important. Et donc, le futur des applications qu'on aura demain et qui seront pérennisées s'appuieront sur ces éléments-là. Alors, quand je vous ai dit tout ça, je ne vous ai pas dit pourquoi DevOps. Et bien, DevOps, c'est ce qui est au cœur de la transformation digitale, puisque c'est ce qui est cœur pour réussir à avoir des applications de ce type-là. Réactives, intelligentes, c'est de réussir à mettre en place ce type de démarche. C'est d'autant plus vrai qu'on avait en mai 2015, le Gartner qui disait qu'en 2016, donc cette année, 25% des 2000 plus grandes organisations mondiales auront adopté ou commencé à adopter une démarche DevOps. On est au-delà aujourd'hui. Donc c'est qu'on a vraiment aujourd'hui une nécessité, les entreprises comprennent que si on ne met pas en œuvre une démarche DevOps, tout ce dont on vient parler, on n'y arrive pas. Et mettre en place une démarche DevOps, c'est accélérer, mais c'est accélérer à quel point? Je m'appuierai beaucoup sur des exemples Microsoft, parce que Microsoft fait partie des entreprises qui a dû se transformer pour aller vers du DevOps. On parle de passer de roadmap de 3 ans, voire de 10 ans pour certains groupes produits à Microsoft, à du 3 semaines. Donc on passe en type d'ordre de grandeur de l'année à la semaine. C'est quand même non négligeable.
Après, on a dit DevOps, super important, les entreprises adoptent DevOps, mais on ne sait pas forcément tous ce qu'est DevOps, ou en tout cas, quand on pose la question, on peut avoir plein de réponses différentes. Ça peut être relativement varié, et quand on regarde sur Internet aussi. Et donc l'idée, ça va être de clarifier un petit peu la vision que nous avons d'une démarche DevOps aujourd'hui. Et la définition type qu'on partage, c'est une définition très large, qui est de dire DevOps, c'est la démarche collaborative, basée sur les méthodologies agiles, qui va englober toute la collaboration entre les devs, les ops, donc la prod, mais aussi le business. Je vous l'ai dit, les applications sont clés pour le business. Si vous oubliez cet interlocuteur, vous avez oublié la moitié de la démarche, parce que c'est quand même orienté vers le business. Et ça, sur l'ensemble du cycle de vie du service, du design, du moment où on va écouter et designer le service, pendant tout le run, tout le cycle en production et le support en production du service. Et puis pourquoi Microsoft, on en parle et on en parle de plus en plus? Parce qu'on fait partie de ces entreprises qui l'ont adopté, qui ne sont pas forcément nées dedans. C'est-à-dire que vous avez d'autres entreprises qui font du DevOps à très haut niveau, du Netflix, du Facebook, etc. Mais c'est des entreprises qui sont nées dans un monde agile, qui sont nées dans un monde cloud, qui sont nées avec ça et qui ont su extrêmement bien l'exploiter. Microsoft a la particularité de ne pas être né du tout là-dedans. Vous vous souvenez tous de Vista, vous vous souvenez des produits avant. On avait des roadmaps à 10, 15 ans. Et il a fallu transformer ça en un Windows as a Service pour du Windows 10, sur du Office 365, sur du Visual Studio qui est passé avec la version, tous les services online qui sont passés avec des mises à jour à 3 semaines, qui partagent le même code entre la version boîte et la version online. Donc c'est vraiment une transformation sur laquelle Microsoft a acquis une expérience, et c'est cette expérience qui transparaît évidemment dans les outils, mais c'est une expérience que l'entreprise partage aussi avec ses clients et ses partenaires. Donc si on essaye de définir DevOps, moi j'aime bien essayer de résumer ça sur 3 piliers. Le pilier automatisation, c'est celui qu'on voit partout quand on cherche sur Internet. On parle beaucoup d'automatisation. Évidemment, il y a beaucoup d'automatisation dans DevOps. L'automatisation, c'est clé. On en a parlé ce matin avec Xamarin. Mais avant de parler automatisation, c'est aussi une culture. Et ce changement de culture n'est pas anodin. Mais il est fondamental. Fondamental parce que si vous cherchez à automatiser un process, une collaboration, une démarche qui ne fonctionne pas, vous pouvez l'automatiser autant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas mieux. Donc il faut d'abord commencer par réussir à faire fonctionner le process, faire fonctionner la collaboration et mieux travailler ensemble. Et ça, c'est la première étape de la culture DevOps. Une fois que vous avez réussi ça, oui, vous allez pouvoir automatiser. Et là, pour le coup, automatiser un truc qui marche, ça fait plus gagner du temps, c'est évident, mais ça permet aussi de pérenniser énormément ce mode de fonctionnement. Puisque du coup, si l'équipe grandit, l'entreprise grandit, ou s'il y a des changements de people au sein de l'équipe, vu que c'est automatisé, on rentre beaucoup plus facilement dans le moule. Et tout ça pour tendre vers le continuous delivery. Donc pour nous, continuous delivery et DevOps, ce sont deux choses séparées, l'un poussant à aller vers l'autre. Mais le continuous delivery, ce n'est pas forcément un objectif, c'est peut-être l'objectif ultime, mais ce n'est pas forcément l'objectif de la première transformation ou la première étape de la transformation pour l'ensemble des entreprises. Parce que faire du continuous delivery, on en fait chez Microsoft sur certains groupes produits, c'est quand même extrêmement ambitieux. Ça veut dire que je vous donne un exemple sur Office 365, qui est un exemple que j'aime beaucoup donner, mais qui est très parlant. Vous prenez Office 365, la version online d'Office, PowerPoint, le petit bouton diaporama. Vous cliquez dessus aujourd'hui. Derrière, c'est une équipe produit, donc une équipe de personnes qui gèrent spécifiquement cette fonctionnalité. Quand elle la met à jour, c'est testé complètement automatiquement sans aucune intervention humaine. Si tous les tests passent, c'est poussé sur l'ensemble des data centers worldwide de Microsoft, les uns après les autres, et déployé chez les clients qui les utilisent. Encore une fois, sans aucune intervention humaine. Dès que c'est disponible sur votre data center, vous avez la version qui est disponible online dans votre logiciel. Si vous cliquez dessus et que ça plante, bon, ça ne plante pas, on est chez Microsoft, mais si ça plante, vous ne le voyez pas, parce que ça va charger automatiquement la version précédente, ça va vous l'exécuter, ça va capturer toutes les informations du plantage et ça va les renvoyer à l'équipe produit. Et dans le même temps, ça va stopper le déploiement si c'était en cours de déploiement sur les data centers, jusqu'à que la correction soit remise à disposition, repasse par les tests et repoursuive ensuite le déploiement. C'est ça le continuous delivery aujourd'hui concrètement chez Microsoft. Ce n'est pas forcément l'objectif qu'on peut avoir dans toutes les entreprises ou dans tous les contextes. Par contre, dans cette mise en œuvre de cette transformation-là, il y a vraiment plein d'expériences intéressantes que Microsoft partage et plein d'outils intéressants qu'on a réussi à faire évoluer et voire designer pour réussir ce type d'opération. Et c'est ça que la force aujourd'hui
d'un éditeur comme Microsoft. Donc DevOps, vous l'avez compris, c'est cœur pour le business, c'est ce qui va fournir de la valeur sur tous les devices. C'est ce qui vous permet de faire le pont entre les data et l'intelligence et tout ce qui va être dans l'environnement des utilisateurs et qui va vous permettre de fournir un service de valeur en temps réel, personnalisé. C'est ce type de démarche-là sur vos devices et vos devices de demain. Donc ce qui amène de la valeur aux devices, c'est les applications et les applications qui vont avoir comme moteur une démarche de type DevOps. Et c'est d'autant plus vrai dans la mobilité. C'est d'autant plus vrai dans la mobilité que, pour comparer simplement en 2 mots ce qui va être une démarche agile classique d'une démarche DevOps, c'est que quand on est en DevOps, on utilise tous les sens de l'utilisateur. On n'est pas seulement à avoir le retour du marketing ou du product owner, on n'est pas seulement à avoir des cérémonies de démonstration, on va tester le produit. On a vraiment tout, c'est-à-dire qu'on va écouter les ingénieurs support, on va écouter les ingénieurs de maintenance, on va travailler tout ça ensemble, on va avoir des plateformes de vote et de commentaires en ligne ou de tout type d'interfaces qui vont nous permettre d'interagir le plus directement possible avec les utilisateurs, de type OKApp, etc. Donc on est vraiment sur un système de gestion de l'application, en tout cas une culture de l'application qui est extrêmement centrée sur l'utilisateur dès la genèse du service. Et ça inclut tout ce qu'on pouvait avoir comme avantage dans l'agilité, mais ça l'étend quand même aussi énormément. Donc, le monde concurrentiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit avoir? Écosystème, évidemment. Il faut savoir gérer tout notre écosystème. Et ce type de culture nous aide en grande partie à le faire au-delà de la technologie. La sécurité, ne jamais l'oublier. Et puis, DevOps, ce n'est que l'extension de l'agilité à l'ensemble des parties prenantes. Donc toujours rester dans l'agilité le plus vite possible. Je vais assez vite, je suis un peu en retard. Autre chose extrêmement importante, on est dans le feedback loop, c'est-à-dire qu'on est vraiment en capacité d'apprentissage continu et il faut savoir apprendre des entreprises qui sont nées dedans pour savoir se transformer. Donc très vite, se libérer face à la technologie, délivrer le plus vite possible, on en a beaucoup parlé. Construire, savoir construire et construire des choses les plus autonomes possibles. C'est une des grandes forces de Xamarin, d'ailleurs, d'avoir ces connecteurs qui sont préétablis et qui sont en permanence à jour. Partager ce que vous savez faire, partager, la culture collaborative est très importante. C'est pour ça qu'il y a encore 90% dans un dernier sondage Red Hat des gens qui pensent que DevOps est strictement open source, ce qui n'est pas le cas, mais il faut savoir partager. Ça reste par contre ça un élément fondamental de la culture. Et vous avez remarqué que Microsoft le fait de plus en plus. Et puis sécuriser. J'insiste là-dessus parce que c'est la clé de confiance fondamentale pour vos clients demain. On va avoir une telle masse de données, une telle masse de connaissances sur les utilisateurs que si ce n'est pas sécure et que si vous n'êtes pas en capacité de démontrer la sécurité de tout ce que vous faites, vous allez très rapidement perdre la confiance des clients. Ça va devenir de plus en plus clé. Donc, dans un monde idéal, toutes les plateformes mobiles sont supportées. Les composants applicatifs sont développés pour tous les langages de programmation. Ce n'est pas du tout orienté. Les développeurs sont capables de tester et de déployer rapidement. Chaque nouveau composant est partagé et connectable. Les nouveaux systèmes savent tirer parti des déploiements existants. Et on sait se connecter à d'autres services facilement. Et tout ça dans la plus grande sécurité possible. Très rapidement, du coup, quand on dit adopter une culture DevOps, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des opérations et une production qui soit un minimum agile. Ça veut dire qu'il faut être capable, effectivement, de mettre en production toutes les 3 semaines des éléments. Mais ça veut dire qu'on a effectivement des choses à mettre en production toutes les 3 semaines. Parce que si vous ne développez des nouvelles features à mettre en production que tous les 3 mois, ça ne sert à rien que votre production soit prête à déployer toutes les 3 semaines. Ça veut dire qu'il va falloir vous aligner. Donc il y a une phase d'alignement qui est indispensable. Et cette phase d'alignement, elle dépend de quoi? Elle dépend du business. Évidemment, si vos clients attendent des mises à jour tous les jours et que vous leur livrez tous les 3 semaines, vous êtes en retard. Si vos concurrents sont capables de le faire, vous perdez des parts de marché. Ce qui veut dire qu'on est en train de parler de quoi? De stratégie d'entreprise. On est en train de parler de revenus, de concurrence, de parts de marché. Donc c'est clé pour la stratégie de la boîte demain. Et quelle boîte demain ne nous fournira pas de service à travers des applications? Alors là, c'est très rapide, mais c'est un petit peu la cartographie des différentes pratiques qu'on a aujourd'hui autour
qu'on met aujourd'hui en œuvre autour d'une démarche DevOps. C'est bien sûr tout ce qui va être pratique agile au niveau des développements, tout ce qui va être intégration continue, déploiement continu sur différents environnements en T-Prod et de prod. Vous avez toute la partie provisioning qui est extrêmement facilitée avec le cloud. Vous avez la gestion des données. On parlait de sécurité, de gestion des données. Comment est-ce que vous gérez les données de manière hyper pointue. Si on a des environnements en T-Prod, c'est parce qu'on a une stratégie de test. Et donc, comment est-ce qu'on génère une qualité maximale et le plus automatisée possible? C'est une clé de confiance. Hein. Quelle est la clé de confiance des ops vis-à-vis des devs? Si vous garantissez fournir des choses de haute qualité, en général, ils sont plus enclins à les déployer plus rapidement. Vous avez bien sûr l'implication du business. Tout ce qui va être gestion des métriques, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est clé aussi dans DevOps. On follow, on suit tout ce qui va être calimétrie du logiciel, mais aussi tout ce qui va être insight des utilisateurs. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire en termes de télémétrie, c'est clé. Tout ce qui va être gestion automatisée de l'infrastructure, votre stratégie cloud, encore une fois. On peut faire du DevOps sans cloud, mais on perd quand même une grande partie du bénéfice. Et que ce cloud soit privé ou public d'ailleurs. Mais le cloud, c'est un vrai accélérateur pour les applications de demain et ça devient indispensable. La sécurité, je réinsiste, évidemment. Et puis, comment est-ce que vous adaptez vos opérations et notamment ceux qui ont des démarches utiles très poussées dans leurs entreprises. Pourquoi ce n'est pas incompatible avec DevOps, au contraire. Par contre, évidemment, quand vous passez d'une mise en production tous les ans à une mise en production tous les jours, ça risque de changer un petit peu l'implémentation de certains processus utiles. Hein. Comment vous faites votre gestion des changements dans ce cas-là, comment vous gérez vos problèmes, etc. Les incidents, etc. Et puis l'organisation, les organisations possibles en mode DevOps. Est-ce que c'est des équipes uniques? Est-ce que c'est différent? C'est toutes les questions dont il faut se poser. Et aujourd'hui, Microsoft propose évidemment des solutions basées sur son expérience pour un certain nombre de sujets, sur la façon de collaborer, sur l'organisation, et puis sur toute la stack technologique pour avoir ce qu'il faut, pour avoir des temps de plus courts, améliorer la qualité. DevOps et l'agilité, c'est d'abord né pour des questions de qualité avant d'être né pour des questions de rapidité, donc il ne faut pas l'oublier. L'optimisation des ressources, et puis être en phase avec son temps, et donc aller de plus en plus vite en fonction de l'ère numérique d'aujourd'hui et de ce que les clients attendent. Voilà, donc pour être à l'épreuve du futur, vous avez besoin d'une plateforme cohérente, une application la plus ouverte possible, extrêmement sécurisée et agile. Et c'est ce que Microsoft essaye d'apporter, c'est le fameux leitmotiv, la mission de la boîte, hein, Empower every person and every organization on the planet to achieve more. Ça veut dire garantir la plateforme la plus stable possible, sécurisée, à grande échelle, pour vous aider à fournir tous les outils pour innover et accélérer demain. Et c'est vraiment un petit peu la philosophie et la stratégie qui est adoptée aujourd'hui. L'idée, vous fournir le maximum clé en main pour que vous puissiez vous investir sur ce qui a de la valeur dans votre application. Et je conclurai là-dessus. Je vous parlais au tout début des métriques. Je vous invite à télécharger ce rapport du Forrester sur DevOps, qui est extrêmement intéressant. C'est dans celui-là qu'on voit l'étude sur le retour à investissement de 529%, donc 1 euro investi, 529 euros gagnés. C'est extrêmement bien détaillé à l'intérieur. Donc il est disponible, il est sur Internet et je vous invite à le découvrir. Voilà, Forrester, c'est indépendant, donc allez voir. Voilà. Merci. Merci Samuel. Donc, juste pour la petite présentation, donc, je m'appelle John Thirier, je suis consultant formateur chez Selensa. Accessoirement, je suis aussi MVP Microsoft et MVP Xamarin, et donc je vais vous parler un petit peu de Xamarin. Alors, il y a certains sujets dont Matt a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais profiter de vos questions pour rebondir dessus et aller un petit peu plus dans le détail, puisque ça a l'air d'intéresser certaines personnes. Donc, l'idée de la présentation, ça va être de présenter la promesse de Xamarin, même si ça a déjà été évoqué par Matt et Neil, on va la redire, on va voir les différentes approches et on va voir comment ça fonctionne. Donc, la promesse. Xamarin, la promesse de Xamarin, c'est d'avoir du natif
Donc une application qui fonctionne super bien, qui est la plus rapide possible, qui a accès à toutes les API du système, qui permet d'utiliser effectivement Touch ID sur iOS, qui permet d'utiliser... Enfin bref, tout ce que le téléphone, tout ce que votre appareil, ça peut être des tablettes aussi, nous offre, l'idée c'est de pouvoir les utiliser. En même temps, l'idée de Xamarin, c'est de réduire les coûts de façon à avoir un maximum de code commun. Alors tout à l'heure, on parlait de 60 à 99%, vous voyez que j'ai mis 80, on est à peu près au milieu. Ça va effectivement dépendre de l'architecture choisie et de la typologie de projet que vous allez avoir. C'est aussi un peu plus facile pour le recrutement, petite guillemets là-dessus. Il y a beaucoup de développeurs qui savent faire du .NET, donc potentiellement il y a beaucoup de développeurs qui peuvent se mettre rapidement en Xamarin. Xamarin, ce n'est pas un outil magique, hein. On parle de faire du natif, donc l'idée c'est aussi de savoir comment ça marche derrière. Ce n'est pas parce que vous savez faire un site web en ASP.NET MVC que vous pouvez arriver à faire une application mobile en Xamarin le lendemain. Non, il y a un petit peu d'apprentissage à faire, on verra un peu comment on s'y met pour faire ce genre de choses. L'idée aussi, c'est d'avoir un time to market un peu plus rapide. Alors, un peu plus rapide que quoi? Un peu plus rapide que les applications natives, où on développe en silo, où on a une base de code en Objective-C Swift pour iOS, on a une base de code en XAML C# ou JavaScript sur Windows 10, et une base de code en Java, Kotlin, ce que vous voulez, sur Android. Dès que vous allez avoir une modification à faire dans le cœur de votre métier, donc par exemple une règle de, je sais pas, de calcul de TVA qui change, il faut la répercuter partout, ça veut dire qu'il faut modifier 3 fois le code. Si vous architecturez bien votre code avec du Xamarin, cette modification, on n'a à la faire qu'une seule fois. Donc c'est en ça qu'on va pouvoir aller plus vite. Donc l'idée de Xamarin, c'est vraiment, et ça a été bien mis en œuvre par Matt, c'est conjuguer les avantages du natif avec ceux de l'hybride. Hybride, partage de code. Natif, performance, intégration au système. Et ça représente un peu le graphique qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on a une expérience utilisateur qui est au top, et en même temps, on a une productivité qui est excellente. Alors remarquez que la productivité, je ne l'ai pas mis jusqu'au bout là-bas, hein, parce que forcément, il y a quand même du boulot. Mais c'est un travail qui est à faire, et c'est pour vos utilisateurs. Et pourquoi vos utilisateurs sont très importants? Il faut voir ce qui a été dit juste avant. Donc les différentes approches dans Xamarin, on en a deux. On a l'approche traditionnelle, qu'on appelle aussi native, et l'approche Forms. Alors cette slide, on l'a vue à peu près de cette manière-là tout à l'heure. Je vais juste repréciser un peu les choses. Dans une application dite native en Xamarin, on a notre UI, notre interface graphique, qui est développée en utilisant les mêmes technologies que les développeurs qui feraient de l'iOS en Objective-C Swift ou de l'Android en Java. C'est-à-dire que sur iOS, je vais utiliser des fichiers storyboard. C'est le fichier qui est utilisé pour faire les interfaces graphiques de manière générale. C'est une sorte de XML. On peut l'éditer avec Xamarin. Et c'est rigoureusement le même que celui qui est sur iOS. Donc si vous avez une application déjà en Objective-C avec des storyboards, déjà pour reprendre le code de l'interface graphique, généralement il suffit déjà de commencer à copier-coller le storyboard. Ensuite le code derrière, il faut le refaire. Mais au moins, tout le design, c'est réutilisable. Même chose côté Android. Si vous avez votre interface qui est faite avec un fichier qui s'appelle AXML, qui est le format de définition d'interface sur Android, vous allez pouvoir récupérer ce fichier-là, si vous avez une application existante Java, le copier-coller, enfin les copier-coller, parce qu'il y en a plusieurs, et après adapter votre code. Sachant que porter de Java à C#, c'est relativement facile quand même. Ce n'est pas la même chose que d'Objective-C à C#, il y a un peu plus de travail. Donc ça, c'est l'approche native. On code en C# et on code notre UI native en utilisant les outils natifs, mais en C# quand on a besoin de le faire. Ce qui fait que, puisqu'on a le même langage partout, on peut partager énormément de code. Alors, il y a plein de techniques que j'évoquerai cet après-midi pour ceux qui seront encore là, parce que c'est des techniques plutôt développeurs, pour augmenter ce taux de partage de code. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une bonne architecture, on peut partager beaucoup de choses. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et pas juste un taux de TVA. L'approche Xamarin Forms, c'est un superset, donc c'est quelque chose qu'on rajoute au-dessus de l'approche native. On va se dire, après tout, si j'ai une application relativement simple et que ce que me propose Xamarin Forms me convient,
je vais pouvoir aussi partager du code graphique. Alors remarquez que j'ai dit partager du code, je n'ai pas dit partager l'UI. Je ne partage pas, le rendu ne va pas être exactement le même sur toutes les plateformes, on n'est pas dans des approches hybrides. Ici, on partage du code. C'est-à-dire qu'en Xamarin Forms, je vais définir un bouton, et ce bouton, il sera rendu avec le bouton natif de chaque plateforme. Donc, si mon application Xamarin Forms tourne sur un iOS, ce sera un UI button qui sera utilisé. Donc en fait, ce n'est pas l'UI qui est partagé, c'est vraiment le code. Il y a une transposition après qui est faite. Ce qui veut dire que sur une approche native, je reviendrai sur la partie Forms après, sur une approche native, on cherche à avoir le même look and feel que la plateforme. On cherche à être intégré. C'est-à-dire que sur iOS, par exemple, il y a un contrôle qui revient souvent, c'est un segmented control. Si vous avez un téléphone iPhone, vous allez dans l'App Store, il y a des catégories, il y a en vedette, etc. Ça, c'est un contrôle de navigation qui n'existe pas sémantiquement sur les autres plateformes. Donc si vous voulez l'utiliser, vous êtes obligé de faire du natif pur en Xamarin, et vous pouvez le faire en natif pur. Un autre avantage de Xamarin, c'est que si vous avez du code existant, métier, ou même graphique Objective-C, ou Java, vous pouvez créer ce qu'on appelle un binding dessus. Donc c'est un wrapper C#, une classe qu'on met au-dessus. Et tous les appels qui vont arriver sur C# vont aller sur la partie Java ou Objective-C. C'est un processus, et finalement, c'est le même processus qu'utilise Xamarin. Il y a un nouveau SDK qui sort, ils font un binding dessus. Bon, eux, ils ont des trucs qui le font de manière automatisée, mais avec des petites adaptations manuelles derrière, mais voilà. Vous pouvez générer un proxy comme ça, autour de votre code existant. Ce qui fait que si vous avez une application existante avec plein de code que vous souhaitez réutiliser, il n'y a pas de problème. A contrario, si vous développez une application Xamarin from scratch native, et que vous souhaitez intégrer un contrôle calendrier, vous avez sur iOS plein de calendriers disponibles. Vous pouvez le refaire, il y a des gens qui font ça très bien, quelqu'un au fond de la salle notamment. Mais vous pouvez utiliser des contrôles qui existent déjà, que vous téléchargez sur un site qui s'appelle CocoaPods, et vous faites un binding dessus et ça marche. Ce qui fait qu'on est vraiment dans du natif, on utilise la même chose. Par contre, sur le natif, il n'y a pas de partage de code graphique. Ça, c'est vraiment la subtilité. L'approche Forms, elle est un peu différente. Alors ça, c'était un petit POC qu'on avait fait il y a quelques temps. Là, on a exactement le même code. Il n'y a aucun code spécifique à la plateforme ici. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le rendu n'est pas rigoureusement le même. Typiquement, sur Android, les tabs, ils sont en haut. Sur iOS, les tabs, ils sont en bas. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte au paradigme de la plateforme. C'est comme ça que ça marche sur iOS, c'est comme ça que ça marche sur Android, donc on le fait. Et à contrario, sur Windows Phone, on utilise un contrôle qui s'appelle le pivot. Donc c'est un contrôle qui existe, qui est habituel, qu'on utilise beaucoup sous Windows, enfin qu'on utilisait beaucoup sous Windows, maintenant il y a d'autres façons de faire. Mais voilà, c'est transposé de cette manière-là. Donc là, on a exactement le même code, mais on constate que le rendu n'est pas le même. Alors, vous avez la possibilité de customiser, bien entendu, votre rendu. La façon avec laquelle ça fonctionne, c'est en dehors du scope de cette présentation, mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas, j'y répondrai. Mais en tout cas, c'est possible. Vous pouvez spécifier votre rendu en fonction de la plateforme, vous pouvez faire des choses qui font que ça sera rendu de la même manière sur toutes les plateformes. Tout est possible, après c'est juste la charge de travail que vous souhaitez mettre dedans qui va limiter la techno. Donc, Xamarin Forms, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est assez utilisé sur tout ce qui est POC, c'est rapide en fait de faire une application qui tourne sur toutes les plateformes. C'est utilisé pour des applications internes aux entreprises où le design ou l'ergonomie n'a pas besoin d'être la plus parfaite possible parce que tout simplement l'application n'est pas déployée dans un store et vous n'allez pas vous faire allumer par vos utilisateurs si ce n'est pas parfait. Il y a des choses comme ça qui font que Forms, ça a quand même un marché. Ce n'est pas pour tout, mais ça a quand même un marché. Si je veux faire une segmentation bête et méchante, j'aurais tendance à dire, si mon application est grand public, j'aurais tendance à la faire en native first. Je pars sur du natif, sauf si des conditions. Sur une application purement interne, où c'est de la prise de photos, c'est des listes, c'est afficher une carte, et c'est des contrôles tout simples comme ça,
je vais avoir peut-être tendance à partir sur du Forms first, sauf si quelques petits besoins. On voit bien la différence, en fait, elle est sur les usages. La techno, va falloir la choisir en fonction de votre appli. Au niveau du partage de code, alors ça c'est un vieux slide, mais il est toujours aussi intéressant parce que ça permet de montrer que là on a la même quantité de code logique. En termes de lignes de code, on a la même chose. Sauf qu'en pourcentage, ça donne différemment sur chaque plateforme. Pourquoi? Parce que sur iOS, il faut écrire plus de code graphique pour avoir la même chose que sur Android ou OS X ou Windows Phone 7. Mais la logique métier est la même. Donc on a le même nombre de lignes de code, mais un taux de partage qui varie en fonction des plateformes. Donc ça, c'est important. Quand on parle de taux de partage de code, c'est aussi en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez être. Et quand on dit j'ai 80% de code réutilisé, ça ne veut pas dire que mon application met 80% de temps en moins à être développée. Parce que ce qui est le plus important, c'est votre interface graphique, et bizarrement, c'est là que vous allez passer le plus de temps. Quand on a 80% de temps réutilisé, de code réutilisé, on est plutôt sur du 30, 40, voire 50% de temps économisé. Ça va dépendre de l'application. Sur une V1. Par contre, sur une V2, sur de la maintenance de votre applicatif, ça va tout de suite être beaucoup, beaucoup plus rentable. C'est-à-dire que votre application, si elle a déjà plein de code partagé, qu'elle existe, qu'elle est bien architecturée, vous faites une modification dedans, c'est déployé sur toutes les plateformes. Enfin, vous pouvez la déployer directement sur toutes les plateformes. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Au niveau des outils de développement, il y en a deux, ça a été évoqué tout à l'heure, Xamarin Studio sur Mac et Visual Studio 2015. Alors, les problématiques de licence sont exactement les mêmes que celles de Visual Studio. C'est-à-dire que là où auparavant il y avait des licences spécifiques, depuis le rachat, maintenant Xamarin Studio et Visual Studio fonctionnent exactement de la même manière sur un plan licensing. Donc, si vous faites de l'open source, que vous n'êtes pas beaucoup de développeurs, etc., et que vous ne faites rien qui est vendu, il y a des licences community, ce qui veut dire que les étudiants, les gens qui font ça pour apprendre dans leur coin, ils peuvent se mettre à Xamarin gratuitement. En entreprise, les licences MSDN s'appliquent, et là, il faut aller voir vos commerciaux qui vous diront combien ça coûte pour vous, et voilà. Alors, au niveau de l'organisation du code d'une application Xamarin, c'est un schéma assez grossier. Mais dans l'idée, c'est qu'on a un code qui est partagé, ce qu'on appelle dans une PCL, Portable Class Library. Sans rentrer dans des détails techniques, c'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir mettre du code qui est complètement agnostique de la plateforme. C'est du code C#, vous n'avez pas du coup accès à toutes les fonctionnalités de chaque plateforme dans cette partie PCL. Par contre, ce code-là, il est portable, d'où le nom de Portable Class Library. Et vos projets natifs, ils vont faire référence à ce code partagé. Ça, c'est vraiment la grosse overview de l'architecture d'une application Xamarin. Dans une application Xamarin Forms, le code graphique se trouve aussi dans la PCL, en ce qui concerne le code partagé. Donc on voit bien qu'on est sur du code qui est réutilisé sur toutes les plateformes. Alors là, je parle un petit peu de NuGet aussi, parce que je ne sais pas si vous avez tous fait un petit peu de développement. Je sais que c'est plutôt décideur, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà ouvert un petit peu un éditeur de code. Mais NuGet, en gros, c'est quelque chose qui va nous permettre de télécharger facilement, d'intégrer facilement dans notre code.NET des bibliothèques qui existent déjà. Je pense notamment à tout ce qui est parsing de fichiers JSON, qui arrive souvent. Je pense à ce qui permet d'avoir une bonne architecture applicative, à l'accès aux bases de données locales, donc SQLite, tout ce qui est code d'appel réseau en HTTP. Donc, si vous avez des appels à vos web services, vous pouvez les mettre dans du code partagé en PCL grâce à ce genre de technique-là. Tout ce qui est synchronisation avec Azure, Microsoft met un point d'orgue à faire que Azure soit facilement intégrable via les PCL ou via les projets natifs directement dans votre application. Donc si vous avez besoin de synchronisation automatique, si vous avez besoin d'accéder à de l'Azure, ça se fait aussi très facilement de cette manière-là. Et ça, comment ça marche? Je suis dans mon projet, je fais un petit clic droit, j'ajoute un paquet, ça le télécharge, et après, on est bon, on peut partir. Ensuite, Xamarin, on parle depuis tout à l'heure de, iOS, Windows et Android.
Xamarin Forms fonctionne sur Windows parce que le code UI est partagé. Mais Xamarin, son sens, en fait, c'est d'être un framework .NET à destination des plateformes autres que Microsoft. Parce qu'il y a déjà .NET sur Windows. Donc, quand on parle de Xamarin natif, on parle de iOS, Android et aussi Mac. On en verra un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez faire des applications Mac avec Xamarin. Avec Xamarin iOS, l'avantage, c'est que tout ce que j'ai dit précédemment, code Objective-C existant, vous l'appelez, pas de souci. Xamarin s'arrange pour qu'il y ait les solutions à jour suite aux mises à jour d'Apple. Donc, par exemple, hier soir, mon ordinateur m'a dit « Ah, au fait, il y a une mise à jour. » Démo aujourd'hui, je ne l'ai pas faite. Mais l'idée, c'est de dire que, voilà, Apple sort Xcode 8 hier soir. Xamarin sort son framework hier soir aussi. Donc, c'est aligné. Alors, que ce soit le même jour ou que ce soit le lendemain en fonction du fuseau horaire, ça va dépendre, mais voilà, on est vraiment aligné. Et ça, c'est très rassurant aussi, dans un sens. Vous dites, je ne vais pas attendre 6 mois que Xamarin rattrape la version native. Non, là, c'est vraiment, vous pouvez y aller, c'est directement du natif, il n'y a pas de souci. Et c'est à jour. Sur iOS, on va générer des packages qui sont natifs, et sur Android aussi. On verra un petit peu les détails derrière. Au niveau de l'intégration continue, qui ici a ce genre d'usine dans son entreprise? Pas beaucoup, même quasiment personne. C'est pas bien. Donc l'idée, c'est de générer automatiquement des paquets de vos applications de manière régulière. Pour ce faire, ce qui est important de voir, c'est que pour compiler de l'iOS, il faut un Mac, quelque part. C'est légal, c'est technique, il faut un Mac. Donc quand vous faites une usine d'intégration continue, même si vous utilisez du VSTS, donc Visual Studio Team Services, que même si vous utilisez du TFS, à un moment, il faudra que votre usine de build se connecte à un Mac pour compiler la partie iOS. Par contre, ça va fonctionner pour Android, puisque Android fonctionne sur toutes les plateformes au niveau du développement. D'où ce schéma un petit peu particulier, où on voit qu'il y a un petit Mac ici, là, et un serveur Mac là-bas. Mais l'idée de cette slide, finalement, c'est de dire c'est possible. Si vous voulez faire quelque chose qui build automatiquement des paquets à chaque fois que vous faites des modifications ou à la fin de chaque semaine, etc., c'est possible. Et il y a des gens dans la salle qui l'ont déjà fait. Je connais. J'ai des noms. Alors, comment ça marche, Xamarin? Pourquoi on parle de natif? On parle de natif aussi parce qu'on génère des paquets qui sont natifs. Et ces paquets, pourquoi ils sont natifs? Sur iOS, on n'a pas le droit de faire tourner une machine virtuelle. Donc on n'a pas le droit de faire tourner du .NET. C'est pas grave. Xamarin va directement transformer votre code C# en l'équivalent natif de ce qu'aurait fait Swift ou Objective-C. Donc en fait, le code qui est généré à la fin, c'est un code binaire. C'est pas exactement le même, mais c'est pas loin que le code qu'aurait généré une application Objective-C ou Swift. C'est la même chose. Donc c'est quand même super bien. Raison pour laquelle on a des performances qui sont excellentes. Puisque finalement, c'est la même chose. Et pour ça, on utilise un processus qui s'appelle l'AOT. Bon, AOT, ça veut dire Ahead of Time, donc compilation avant phase, cette transformation de votre code en code directement natif. Sur Android, la problématique est légèrement différente, pas rentrer dans des détails techniques, mais ici on a le droit de faire tourner une machine virtuelle .NET, et il y en a une petite qui tourne dans votre application, qui va ne contenir que ce dont votre application a besoin, et qui va dialoguer avec la machine virtuelle de Java. Et ça marche très très bien, pas de problématique de performance. On a même vu tout à l'heure que des benchmarks avaient été faits pour dire que la version C# était plus rapide. Il y a plein de raisons techniques pour ça. Si vous avez des questions, on en parlera, mais ce n'est pas l'objectif. Xamarin, ce n'est pas que pour les téléphones, ça tourne aussi sur les montres. Et tout particulièrement avec la mise à jour d'hier soir qui permet de faire tourner ça sur les dernières versions de WatchOS et aussi sur Android Wear. Alors, je ne sais pas si certaines personnes ont des montres connectées, peut-être que vous n'en voyez pas l'utilité. Seulement, si vous êtes une société du type tracker de fitness, ça peut être intéressant d'avoir votre code qui tourne sur une montre connectée.
Donc il y a plein de petits scénarios comme ça intéressants. Si vous voulez faire une application qui surveille le rythme cardiaque, vous pouvez la faire en Xamarin, en vous connectant sur une Apple Watch ou sur un Android Wear. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, pas de limitation. Xamarin Mac, ça c'est un peu moins utilisé, mais quand même, c'est intéressant. Si vous avez, votre métier c'est de faire une application desktop, vous vendez une grosse application WPF ou autre, et cette application-là, vous souhaitez la rendre disponible aux utilisateurs Mac, vous pouvez réutiliser votre code et redévelopper une partie graphique, forcément en Mac, mais voilà. Si vous utilisez les pratiques d'architecture habituelles qu'on met en place dans ce genre de projet, ça va fonctionner. Je pense notamment à un pattern qui s'appelle MVVM. Si ça c'est utilisé, ça va être plus facile de porter votre code. Ensuite, Xamarin UI Test. Tout à l'heure, on a parlé de Test Cloud. Et en fait, avant Test Cloud, il y a la partie UI Test. C'est un framework qui permet de faire des tests graphiques. Donc c'est basé sur Calabash, ça a été évoqué tout à l'heure. Et Calabash, à la base, c'est écrit en Ruby. Et maintenant, on peut faire ça en C#, grâce à Xamarin. Et on peut tester les applications iOS et Android, quelle que soit la techno avec laquelle elles ont été développées. Si vous êtes en Objective-C Java, ça fonctionne. Si vous avez fait une application en Cordova, ça fonctionne. Si vous avez fait des applications Xamarin, ça fonctionne. Pas de souci. Cette slide, on l'a déjà vue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ces slides et je vais vous montrer carrément une petite démo de comment ça fonctionne. Ici, j'ai un petit test que j'ai fait tourner hier soir, parce que j'étais très en avance sur mes démos. Et ce petit test, c'est une application qui est faite en Xamarin Forms, qui sera montrée cet après-midi. Et le but, ça a juste été de l'envoyer dans le Test Cloud, faire un screenshot de l'application, et voilà. Donc là, je ne teste rien, je fais juste un screenshot. Mais l'idée, c'est que ici, j'ai pu choisir les téléphones sur lesquels ça tournait, donc des téléphones que je n'ai pas, en l'occurrence, sinon c'est un peu moins intéressant. Et c'est un Nexus 5 et un HTC Desire 510. Et on voit que c'est des versions d'Android qui sont très très différentes. Ici, on a du 6 et du 4.4.3. Et ça, si vous avez fait un petit peu d'application Android, vous allez savoir qu'en fonction des versions des systèmes, c'est très différent. En fonction des constructeurs aussi, ça va être très différent. Parce que sur Android, chaque constructeur peut potentiellement rajouter sa couche graphique, etc. Donc vous allez tomber sur des situations où votre application ne fonctionne pas sur un téléphone d'une marque donnée avec une version de l'OS donnée. Et ça, si vous n'avez pas le téléphone en question et la version de l'OS installée dessus en question, bah, c'est vos utilisateurs qui vont vous le dire et c'est beaucoup moins bien. Ils n'aiment pas en général. Ce qu'on va faire ensuite, c'est je vais vous montrer comment, depuis Xamarin Studio, on envoie un package sur Test Cloud. Donc ici, dans ma... je vais fermer tout ça. Voilà. Donc un storyboard. Voilà. Je vais choisir ça. Unit testing, voilà. Donc là, en fait, l'application, elle est vue en tant que test unitaire. Une application Xamarin UI Test, c'est basé sur un framework qui s'appelle NUnit. Et NUnit, c'est un framework qu'on utilise pour faire des tests unitaires. Qui ne connaît pas ce qu'est un test unitaire? Personne, c'est bien. Je ne vais pas revenir dessus. Donc l'idée, c'est d'utiliser la même architecture, mais pour déployer ça sur un cloud. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais potentiellement choisir mon test, donc celui-là. Je vais dire je vais déployer Android, et ici, je peux faire Run in Test Cloud. Quand je fais ça, ça va me demander quelle version il veut. Là, je lui dis la version iOS. Il la compile. Et si j'ai de la chance, ça va m'ouvrir mon navigateur avec l'upload du paquet. On va attendre quelques secondes. Seconde un peu longue.
Donc là, pendant que ça compile, l'idée c'est qu'il va compiler notre application iOS, il en fait un paquet, ensuite il compile les tests unitaires, il prend le paquet, il va l'envoyer sur le serveur de Test Cloud. Test Cloud, ensuite, il va nous demander « Ok, alors tu veux tourner sur quel appareil, quelle version, etc. » Et puis, voilà, j'attends que ça se finisse. Et si ça ne se fait pas, on passera à la suite et je vous montrerai ça après. Et c'est peut-être ce que je vais faire directement. Hop. Il y a un autre outil intéressant de la suite Xamarin Test Cloud, c'est Xamarin Test Recorder. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, pour développer vos tests unitaires, vous pouvez le faire soit en Ruby, soit en C#. Alors ça, c'est très bien quand vous êtes un développeur, mais seulement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, l'intérêt d'un test graphique, c'est de simuler des comportements utilisateurs. Donc avec Xamarin Test Recorder, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer toutes les interactions que vous faites sur un émulateur Android ou iOS. Ça va écrire automatiquement du code. Il va peut-être falloir repasser un peu dessus, mais si vous avez un traitement du style je lance l'application, je remplis le formulaire de login avec tel identifiant, j'attends que la connexion soit terminée, j'attends qu'une liste de données arrive, je scrolle dans la liste, je clique sur le 5e élément et je regarde si j'ai bien une page de détail derrière bien remplie, bah, écrire ça en code, c'est un peu long. Alors que là, il suffit de faire les interactions et ça va écrire le code. Et je vais vous montrer comment ça marche. À ce temps-là, on va regarder s'il a fini de builder. Ah, c'est en train d'envoyer sur Test Cloud. Avec un peu de chance, si les dieux du réseau sont avec moi, ça on verra. Et visiblement, ils ne sont pas encore tout à fait avec moi. Ok, donc on va prendre Xamarin Test Recorder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce qui a été enregistré. Donc là, on a une application qui est déjà en train de tourner derrière, qui est l'application que je vous ai montrée. On a une liste de données, ça scrolle, quelque chose d'assez assez simple. Ici, je peux cliquer sur le bouton Record. Quand je clique sur le bouton Record, il va enregistrer toutes les interactions que je fais. Donc ici, et forcément, ça marche moins bien. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet démo. Le truc qui marche tout le temps ne marche pas là. C'est pas grave, on recommence. Stop. Select an app. Il est en train de se connecter à l'application. Bah, j'ai peut-être pas de chance. On verra à la fin de la présentation si un des deux s'est décidé à avancer. Pas grave. Maintenant, on va parler un peu d'OkiApp. OkiApp, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire de l'analytics et surtout de suivi de vos utilisateurs, suivi des crashs, etc. Il y a un des deux qui a fini, là, pour ça qu'il y a la barre en haut. Dans vos applications mobiles, il faut savoir qu'une fois qu'elles sont déployées, c'est très difficile d'avoir des retours de crash, d'erreurs, etc. Xamarin propose un outil qui s'appelle Xamarin Insights. Et comme ça a été évoqué précédemment, cet outil est en cours de fusion avec OkiApp à l'heure actuelle. Tout n'est pas encore terminé, tout n'est pas encore fusionné. Vous pouvez toujours utiliser Xamarin Insights pour l'instant, mais il faut savoir qu'à court terme, peut-être d'ici 3, 5, 6 mois, je ne sais pas, les choses seront fusionnées dans OkiApp. Et ce sera votre outil de prédilection pour suivre vos utilisateurs, faire du tracking. Donc, par exemple, dans votre application, vous pouvez écrire des événements en disant j'envoie sur OkiApp le fait que mon utilisateur a cliqué sur le bouton Login, j'envoie sur OkiApp le fait que mon utilisateur a cliqué sur le 3e élément de la liste, etc. Donc tout ça, vous pouvez le faire. Ça s'intègre très bien avec VSTS. Donc si vous êtes dans une usine de build ou une usine, votre contrôle de code source est dans VSTS, ce sera encore plus facile à mettre en place. Mais voilà, ça marche très bien, vous pouvez l'utiliser, ça vous permettra d'avoir des retours utilisateurs plus corrects, puisque vous aurez corrigé les bugs avant que la majorité d'entre eux ne les trouvent. Je connais aussi des personnes dans cette salle qui l'utilisent, j'ai des noms. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en ferai part.
Alors, là, on va profiter du fait que Insight, il est fini de générer mon appli. Hop. Il me demande vers où je veux l'envoyer. Je vais me connecter avec mon compte. Voilà. C'est connecté. Allô? Ouais. C'est connecté. Il ne m'a pas ouvert la fenêtre. J'ai pas de chance. De l'autre côté, il ne s'est rien passé. Bon, tant pis, ça s'appelle l'effet démo. Voilà. Au niveau des utilisateurs de Xamarin, cette slide est un petit peu ancienne, mais il y en a de plus en plus. Quelques noms comme ça. Microsoft. Au passage, ils utilisaient Xamarin avant même de les avoir rachetés. Il y a certains jeux qui étaient faits sur Windows 8 qui utilisent du Xamarin. On peut faire des choses autres que des applications formulaires ou listes de données. On peut faire des jeux aussi avec. Et c'est tout pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas en prendre trop pour l'instant parce qu'on va enchaîner dans pas longtemps sur la suite. Mais si vous avez une question à chaud, on fait ça maintenant. Sinon, j'enchaîne. Pas de questions? C'est parti. Oui? Attendez, je vais vous donner le micro. Hop. J'avais une question un peu naïve. On a beaucoup d'applications qui sont des desktop applications avec parfois des morceaux en VB6 et autres. Parfois elles sont en 32 bits. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser Xamarin justement pour aller plus vite et les moderniser pour qu'elles marchent en 64 bits sur Windows 10 par exemple? Alors ça, c'est un peu plus compliqué si elles sont en VB6, ça veut dire qu'elles ne sont pas en .NET. Oui. Et du coup, je pense que si vous souhaitez à tout prix faire le chemin de la migration et pas le chemin de la réécriture, il vaudrait mieux d'abord migrer sur du VB.NET, ensuite changer votre code pour le faire en C#. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez utiliser Xamarin. Le chemin de migration ne va pas être aisé dans ce genre de situation-là. C'est peut-être plus simple de refaire from scratch, d'autant plus que les applications qui étaient écrites à l'époque n'utilisent pas des patterns d'architecture qui peuvent convenir aux applications, surtout si vous souhaitez les tabler sur mobile, mais si vous souhaitez les faire sur Windows 10 ou sur Mac, la problématique sera la même en fait. Parce que Xamarin, pour rappel, ça ne tourne pas sur Windows 10, hein, ça n'a pas besoin, il y a un framework .NET déjà dans le système. Donc là, c'est vraiment un chemin de migration vers du .NET. Xamarin va intervenir si vous faites du mobile ou du Mac. Bien, merci. Pas d'autres questions? Non?